Ça ne vous a... Bonjour à tous. Aujourd'hui à Moscou, Vladimir Poutine se réjouit de voir Emmanuel Macron, un allié proche de l'Ukraine, en difficulté. Cette situation pourrait avoir des répercussions importantes sur les relations internationales et la dynamique géopolitique actuelle. Rejoignez-nous pour une analyse approfondie de cette situation et ses implications potentielles. Has some members that is pro-Russian. Are you afraid that this might change our position in the defense industry towards Ukraine? Malheureusement, je ne peux pas contrôler la situation politique des autres pays. J'ai parlé à Emmanuel Macron et il m'a dit que rien ne devrait changer. Donc je lui fais confiance. Enfin, reste que beaucoup s'inquiètent pour la pérennité du soutien de la France à l'Ukraine. Soyons concrets. Si c'était majorité pour le RN, et à plus forte raison, majorité absolue pour le RN. Si c'était majorité pour le Nouveau Front Populaire, et à plus forte raison, majorité absolue pour le Nouveau Front Populaire. Quelles conséquences pour le soutien de la France à l'Ukraine ? Concrètement, il va y avoir un problème d'abord aussi budgétaire. C'est-à-dire que avec Emmanuel Macron qui est contraint à une cohabitation, avec prenons des ministres RN qui vont aller siéger à Bruxelles dans les conseils affaires étrangères, dans les conseils Ecofin, dans les conseils défense, parce qu'en fait c'est ça ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a l'échelon du président, mais il y a l'échelon des ministres, et là ce seront des ministres d'un autre bord. Alors oui, ça peut commencer à coincer quand il va s'agir d'augmenter les fonds pour la défense européenne, quand il va s'agir de lancer un grand emprunt pour essayer de financer justement l'effort de réindustrialisation en Europe, quand il s'agira de financer aussi évidemment l'aide militaire et économique à l'Ukraine. Là, il peut y avoir de véritables réticences. C'est aussi ça ce qui inquiète Zelensky. On voit bien qu'il n'est pas complètement rassuré quand on entend les mots du président ukrainien, parce que lui a dit Emmanuel Macron. Et puis, avec le Rassemblement national ou d'ailleurs la France, le Nouveau Front Populaire, quid aussi de l'élargissement éventuellement de l'Ukraine. Alors oui, la question, comme le dit Bernard Guetta, sera peut-être pas posée tout de suite, mais enfin, on n'imagine pas le Rassemblement national soutenir l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Ce pourquoi s'est tant battu Zelensky pour obtenir un go de lancement des négociations. Donc on voit bien aussi du côté du Nouveau Front Populaire à quel point ils mettent un veto à l'envoi aussi de troupes, d'hommes au sol. Donc tout ça sera discuté. Alors oui, du côté français, du côté de l'Élysée, on peut bien dire oui, mais domaine réservé du chef de l'État. Sauf que concrètement sur le terrain, au moment des arbitrages budgétaires, notamment, ça posera un véritable problème. Coincer. Alors on a vu des pro-européens d'Europe centrale surtout qui sont particulièrement inquiets. On a vu Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui s'est exprimé. On a vu aussi, il parle des élections qui sont dramatiques. Voilà, vous voyez les mots qui s'affichent. Pour le Premier ministre social-démocrate roumain, l'extrémisme a le vent en poupe. Dans quelle mesure, pardonnez-moi, le mot est un peu dramatisant, mais c'est panique dans les chancelleries qui sont surtout pro-soutien à l'Ukraine, et dans quelle mesure, derrière la sérénité affichée de Volodymyr Zelensky, il y a en réalité une vraie faille qui vient de se créer. Mais encore une fois, il n'y aurait pas un tel mouvement de panique s'il n'y avait pas eu de dissolution, parce que c'est la dissolution qui met en risque la présidence éventuellement à long terme, ou à court terme plutôt, ou à moyen terme d'Emmanuel Macron, parce qu'en cas d'une chambre ingouvernable, rien ne dit qu'il sera en possibilité de rester au pouvoir. Et comme vous le disiez, un Premier ministre Rassemblement national et à plus forte raison un président Rassemblement national, ça veut dire que c'est la ligne Orban de Viktor Orban qui est appliquée par une des plus grandes puissances, la grande puissance européenne qui est la France, la première puissance militaire, celle qui a mené un rôle leader face à la guerre en Ukraine, et ça veut dire que tout est bloqué. Et ces incertitudes, cette dissolution qui n'était aucunement
obligatoire, Emmanuel Macron n'y était contraint en rien d'appliquer les résultats d'une élection européenne sur le plan national. Toutes les Cassandres qui disent mais il aurait dû être dissoudre à l'automne, rien ne le dit, rien ne pouvait le laisser penser pour sûr. Et puis pour un président qui se targue de ne jamais être défaitiste, c'était curieux d'anticiper une dissolution qui pouvait ne pas avoir lieu. Non. Et encore une fois, elle intervient au pire moment parce qu'elle casse une dynamique et qu'elle elle affaiblit la France déjà parce qu'elle crée de l'incertitude, parce que personne ne sait où la France, qui est un des pays les plus importants de l'Union européenne, va aller. Elle l'affaiblit déjà, on le voit, on le mesure au spread qui s'aggrave avec l'Allemagne. On a déjà perdu 0,7% par rapport à l'Allemagne et elle s'aggrave par la perspective et par l'inquiétude qu'elle crée en Europe au moment où il y a besoin de l'Union. Et je précise que le président Zelensky a tout à fait raison de s'inquiéter parce que la parole de Macron, il ne sait pas ce qu'elle vaut maintenant. Il ne sait pas ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'il ne sait pas si les budgets sont votés et à supposer qu'il soit obligé de démissionner. Vous imaginez Marine Le Pen, présidente de la République, au moment où Emmanuel Macron essayait de garantir la dissuasion nucléaire à l'ensemble de l'Union européenne, c'est le chef de l'État. Seulement, la dissuasion nucléaire est entre les seules mains du chef de l'État. Vous imaginez quand la tête des pays baltes et des Polonais, quand un chef de l'État sera du Rassemblement national pour garantir leur sécurité en Europe ? On va le voir, comme l'écrit Le Monde aujourd'hui, il y a ceux que ça dérange et puis il y a ceux que ça arrange. Mais dans ceux que ça arrange particulièrement, on peut quand même avoir un petit regard dirigé du côté du Kremlin. Oui. On va se rappeler, ça date pas d'aujourd'hui, d'accord, mais c'était le 10 juin dernier, et franchement, avec ce qui s'est passé, on l'a pas beaucoup entendu, mais c'était Dmitri Peskov qui disait quoi ? On regarde tout ça avec beaucoup d'attention. Il s'agit d'une question interne à la République française. Nous ne souhaitons pas nous immiscer dans ses affaires intérieures. Contrairement aux calomnies parfois répandues en Europe et en Amérique, nous ne nous immisçons pas dans les affaires intérieures des autres pays. Mais d'un autre côté, si je me souviens bien, ce n'est pas une innovation dans les technologies politiques de la République française. Avant Macron, ses prédécesseurs l'ont fait plus d'une fois, en procédant de la même manière. Par conséquent, nous suivrons également de près cette situation, surtout si l'on tient compte, disons, de l'attitude extrêmement inamicale, voire hostile en ce moment, des dirigeants français à l'égard de notre pays. Donc Didier François, peut-on imaginer qu'il regarde ça au millimètre depuis le Kremlin, ce qui se passe en France ? Et par ailleurs, peut-on imaginer qu'il tente, puisque maintenant nous sommes à nouveau en campagne, d'influencer celle-ci ? Parce qu'on imagine que la guerre d'influence et d'ingérence dont on a parlé pendant des semaines, elle ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain parce qu'on n'en parle plus. Non, mais évidemment qu'elle ne s'arrête pas. Et puis vous avez parfaitement raison. Non, malheureusement, oui, évidemment, c'est une divine surprise. Enfin, peut-être pas une surprise, mais enfin, c'est à ce point-là, oui, c'est une divine surprise pour le Kremlin. Encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la France avait quand même une place particulière et était dans l'architecture d'organisation de la défense européenne. C'est pas que l'Ukraine, c'est comment on défend les intérêts de l'Europe et sa sécurité à long terme. Comment on défend les intérêts de la démocratie contre la demande du Kremlin de réinstaurer un droit de regard par le biais de droit de remise en cause d'une partie de la souveraineté de nos partenaires sur comment ça se passe en Europe. En Europe occidentale. Donc c'est ça le sujet. Et donc là, évidemment, la France paralysée à ce stade. Encore une fois, Bernard Guetta a raison de dire on n'a pas le résultat des élections, il faut rester quand même serein. Il peut y avoir des personnes, il n'est pas certain effectivement qu'il y ait une majorité de quoi que ce soit, on n'en sait rien, mais le vrai problème, et c'est là que les éléments de langage qui sont donnés, y compris au président Zelensky pour le rassurer par les autorités françaises, ne sont quand même pas ultra rassurantes si moi j'étais lui. C'est que quand on parle de domaine réservé du président de la République en cas de cohabitation, quelle que soit la cohabitation qui existerait, s'il y en avait une, on dit que la défense et les affaires étrangères, c'est du domaine réservé. En fait, ça, c'est un usage. C'est pas la Constitution. L'article 20 et 21 donnent au gouvernement la capacité d'utiliser les armées et de définir sa politique étrangère. Le président peut effectivement nommer alors il est garant de la négociation des traités. Il est garant
de l'unité nationale et territoriale. Mais bon, elle n'est pas mise en cause et elle est mise en cause par quoi que ce soit. Donc ça va être très compliqué de continuer à être leader sur cette question-là s'il y avait un gouvernement de coalition. Or, ou comment s'appelle un gouvernement de, je m'excuse, je suis nul en politique intérieure, donc mais un gouvernement de l'Union nationale. Enfin de cohabitation. Voilà, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Et on a bien vu, on en a eu 3 dans la Ve République, 2 fois avec Mitterrand, Balladur, et puis ensuite Chirac, Jospin. Ça pose quand même des vrais problèmes à l'international. C'est souvent compliqué pour nos partenaires. C'est difficile déjà pour nous, on a parfois un peu du mal à... C'est facile avec Chirac et Jospin parce qu'ils étaient sur la même ligne. Oui, alors là, en plus, l'avantage... Voilà. Après, encore une fois, on ne sait pas quel sera le prochain gouvernement, mais là, il y a quand même un petit... on va quand même avoir on risque... en tout cas, si on en croit les sondages qu'on voit là, soit il y a une capacité de voir quelque chose qui se resolidifie au centre avec une partie du Front Populaire, une partie de LR, une partie de machin. Et à ce moment-là, on aura quelque chose un peu bancal, mais qui ressemble. Mais si on part sur les 2 extrêmes, ça va être compliqué d'expliquer quelle va être la ligne du pays dans les prochains mois. Donc en tout cas, il est logique, j'en sais rien ce qui va se passer, encore une fois, mais il est logique que des partenaires s'inquiètent. Je voudrais juste préciser, on a montré l'article de Mediapart parce que Mediapart s'interroge sur les conséquences en cas de cohabitation et notamment, remise en cause de la politique étrangère de la défense qui sont des domaines réservés. Oui, selon les experts, ça serait remis en question. Il y a notamment le fait qu'ils disposent d'un droit de veto sur les nominations du ministre des Affaires étrangères, etc. Mais dans la pratique, en période de cohabitation, les marges de manœuvre, elles sont limitées. Et Monsieur Pérou, que je vais citer, dit que le rôle du président est essentiellement un rôle de représentation et que du coup, il ne peut s'engager que sur ce qui a été décidé en amont. Donc, les choses seraient bien plus compliquées que ça si c'était en pratique. D'autant qu'en plus, il faut qu'ils se garantissent des budgets qui sont quand même votés par l'Assemblée nationale. Donc, et le pognon, c'est le nerf de la guerre. Et donc, je reviens à cette question. Regardez, chaos à Paris, joie à Moscou. Quand Vladimir Poutine voit tout ça, selon vous, en effet, il se frotte les mains. Je vais citer Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, une nouvelle fois. Regardez ce qu'il dit. S'il y a quelqu'un qui peut se réjouir des événements en cours, c'est Vladimir Poutine. En raison de la dynamique qu'il porte en France, plus que partout ailleurs sur le continent, les forces politiques favorables à ses arguments à lui, Vladimir Poutine, dans la guerre en Ukraine et du trouble suscité par la décision de dissoudre, qui constitue un aveu de blocage. Non mais Volodymyr Zelensky l'a bien senti lors de sa tournée en Europe. Elle s'est pas bien passée en réalité. Quand il est allé à l'Assemblée nationale française pour faire son discours et qu'il a vu les rangs de l'hémicycle à moitié vides, à droite et à gauche, et à gauche, ça a bien été le signe que son discours ne porte plus comme il le supposait. Tout ça a été scruté évidemment de très près par le Kremlin. Lorsqu'ensuite il est allé à Berlin, il y a eu exactement la même chose du côté du Bundestag. C'est-à-dire que à l'AfD, il y avait pratiquement personne qui siégeait au moment où Volodymyr Zelensky s'est exprimé dans l'hémicycle. Signe de la défiance, enfin d'une forme de désaveu qui a été extrêmement palpable pendant cette tournée. Ensuite, tout ça a continué avec le G7 et puis ce fameux sommet pour l'Ukraine en Suisse ce week-end, qui s'est pas bien passé non plus pour le chef de l'État ukrainien, puisqu'en fait, ce qu'il voulait en Suisse, c'était pouvoir montrer que l'Ukraine n'était pas du tout isolée, qu'il avait derrière lui davantage que les seuls pays européens et les États-Unis, mais vraiment le Sud global derrière lui. En réalité, la Chine n'était pas là. Les pays des BRICS, donc Brésil, Inde, ont refusé de signer le communiqué final, qui était franchement assez à minima par rapport à ce qui avait été imaginé avant, c'est-à-dire reconnaître la souveraineté et les frontières, les souverainetés territoriales de l'Ukraine, se mettre d'accord pour ne pas utiliser le nucléaire, le nucléaire civil à des fins militaires, faire revenir les enfants ukrainiens qui auraient été déportés en Russie. Bon, il y a eu un communiqué, mais qui est franchement très timide. Et même là-dessus, les pays des BRICS, donc le Sud, a refusé de signer. Donc il s'est quand même retrouvé assez isolé. Et c'est pas le succès qu'il attendait, loin de là. C'est même l'inverse.